Je crois qu'on doit commencer. Le silence est fait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Vous connaissez sans doute toutes et tous Daniel Letendre. Vous ne me connaissez sans doute pas toutes et tous. Alors, je suis Philippe Charron, professeur au département d'études scolaires à l'UQAM, mais je suis très heureux que Daniel m'ait invité donc à animer cette petite discussion. Alors, le livre de Daniel, donc, s'il démontre une prégnance, on pourrait peut-être même dire une obsession pour l'interrogation sur le temps, plus particulièrement sur le... Mon obsession? Ton obsession, non, je pense en général, il y a quand même une obsession. Donc sur le temps, plus particulièrement sur le présent dans la littérature française contemporaine, donc pratique du présent que vous voyez ici, n'aborde pas la question du temps, donc comme si le temps était un simple thème qui était représenté donc, dans les récits. Donc à travers des analyses assez fines d'un corpus varié et hétérogène, l'hétérogénéité du corpus joue donc un rôle dans ce que tu avances. Donc, cette analyse fine donc, d'un corpus varié permet donc de mettre de l'avant, de démontrer en fait une diversité de fonctionnement, je dirais, le fonctionnement discursif, narratif. Et par le fait même, donc, quand on parle de fonctionnement, on parle de dimension pragmatique et pratique de notre rapport au temps et au langage. Et aussi, compte tenu de cette hétérogénéité-là, donc ton bouquin évite en fait peut-être ce piège de vouloir offrir une vue surplombante et générale en même temps de ce qu'est le temps et de la littérature contemporaine française. Et donc, on pourrait dire aussi autrement, plutôt que d'assumer que nous sommes dans le temps, d'adhérer donc à une conception contemplative du temps, ton livre insiste sur le fait que nous faisons, en fait, notamment à travers la littérature, mais aussi, comme tu le mentionnes, à travers d'autres discours, que nous faisons notre temps. Donc, dans ce contexte d'énonciation, donc une notion que tu mets de l'avant, c'est le contexte où nous trouvons en ce moment, présent, je te demanderais donc, pour débuter la discussion, de retourner dans ton passé. Tu peux fermer tes yeux si tu veux. Et peut-être de nous faire part un peu de la motivation en fait, que tu as eue pour... qu'est-ce qui t'a mené donc à faire cette enquête sur la temporalité présente dans la littérature contemporaine? Merci à tous d'être ici. J'avais dès le départ du doctorat l'idée de faire une thèse sur la littérature française contemporaine, sur le roman, entre autres, que j'avais découvert j'avais découvert certains auteurs qui m'intéressaient beaucoup dans un cours qu'Elisabeth, ici présente, avait donné au bac. Et puis, j'ai fait une maîtrise sur l'utopie chez Michel Houellebecq, donc j'étais déjà dans des questions de temporalité. Et puis quand on est arrivé à la thèse, le premier sujet, en fait, que j'avais en tête, c'était l'écriture de la mémoire, dans le fond, dans la littérature contemporaine française. Ça n'a pas pris de temps et beaucoup de lecture pour me rendre compte que c'était un sujet qui était quand même assez balisé déjà. Il était, oui, beaucoup, mais en même temps, c'est plus la théorie sur la littérature contemporaine qui l'avait identifié. C'est les types de mémoire, les objets de mémoire de la littérature contemporaine française. Et donc, tout bonnement, assis dans un cours de Jacques Pelletier, je réfléchissais à mon sujet de thèse. Et après avoir fréquenté la critique du récit contemporain, je m'étais rendu compte justement qu'on parlait beaucoup de la mémoire qui était présente dans le récit contemporain, donc d'un récit qui était tourné vers le passé, sinon d'un récit qui était tourné vers le futur, c'est-à-dire avec tout ce que ça importe d'études thématiques sur le post-apocalyptique, ces choses-là. Et donc je me suis dit, oui, mais qu'en est-il du présent, en fait, dans la littérature française contemporaine?
Et puis, ça me tentait pas non plus de tomber justement dans une étude de la représentation du présent, parce que je trouvais que c'était très peu fécond, hein, parce qu'on finit juste par identifier des types de présents qui sont représentés ou des manières de représenter le présent. Et il me semblait qu'il y a quelque chose qui se passait qui était beaucoup plus pratique, justement, qu'une simple représentation. Notamment par cette prise de conscience que le récit français contemporain utilise abondamment une narration qui est au jeu, et donc l'énonciateur, parce que c'est comme ça que je l'appelle pendant tout le livre, plutôt que de parler de narrateur, on parle d'énonciateur, donc celui qui produit les énoncés, qui produit le discours, dans le fond, qui constitue les récits dont je parle. Et donc l'énonciateur se met en scène son travail d'écriture, se positionne par rapport aux mémoires qui va appeler, dans le fond, dans son récit. Et donc, il y avait là, il me semble, une position qui était intéressante à aborder. Et donc, c'est ce que, dans le fond, la genèse du projet de thèse que j'ai transformé en livre par la suite est née de ça, c'est-à-dire de cet intérêt que j'avais pour cette figure, au fond, qui est celle de l'énonciateur. Et ça me permettait aussi de couvrir un empan assez large de pratique du présent, de pratique du récit, parce qu'à partir de l'énonciation, dans le fond, on peut envisager à la fois le lien de l'énonciation avec ce qu'il raconte, donc le lien entre ce qui est raconté et la personne qui le raconte, la manière dont c'est raconté, du présent par rapport à la mémoire qui est interpellée dans le récit. Bon, ça permettait d'élargir justement le sujet à différentes modalités de construction des temps, je dirais, ou des présents différents que le récit contemporain met de l'avant. Et on sent aussi, en te disant que tu te méfies d'une certaine manière d'une lecture de la littérature contemporaine qui, je pourrais dire, emploie une rhétorique de la disparition, réapparition, autant de la littérature que du réel. Souvent, on dit, bon, la littérature est disparue, elle est revenue, elle est redisparue, et voilà ce genre de rhétorique un peu, et j'ai l'impression que tu essaies de pas nécessairement d'éviter cet écueil-là, mais quand même de l'affronter d'une certaine manière, c'est-à-dire de montrer qu'en expliquant que le temps se fabrique à partir des récits, ben, il y a aussi une autre façon d'envisager le réel. Mm-hmm. C'est pas simplement un objet qui est devant nous qu'on doit décrire ou qu'on doit saisir, mais que le réel aussi se fait au fur et à mesure du récit. Mais que le réel, au fond, est un objet. Ce sont des objets dans lesquels on vit, qui ont des incidences sur nos vies ou tout ça, mais surtout, on en fait l'expérience. Et dans le fond, le réel est toujours médiatisé par le langage. Il existe en lui-même, mais quand, disons, le sujet ou l'être humain en parle, dans le fond, c'est toujours par la médiatisation du langage. Et donc, c'est comme ça que le récit, c'est ce que le récit donne à voir. Et c'est ce que j'ai essayé. C'est les manières dont le récit contemporain procède pour mettre en forme cette expérience du temps-là et du réel que j'ai essayé d'analyser, d'étudier, de décrire. Par rapport à la critique du récit contemporain, effectivement, c'est un des positionnements qu'il fallait que je fasse, non seulement dans l'exercice académique qui est une thèse de doctorat, mais aussi pour moi-même, c'est-à-dire pour me positionner moi comme énonciateur d'une analyse du récit contemporain. Et il m'apparaissait aussi que dans cette critique-là, justement, on laissait beaucoup de côté cette part-là très pragmatique de la littérature narrative récente. On la confine souvent justement à des représentations ou à un côté un peu passif, comme si, je me demande si c'est pas Dominique Viard qui le décrit ainsi un peu, là, comme si le récit est un peu assujetti à une mémoire qui demande d'être racontée, comme si c'était un sujet qui lui était imposé, alors qu'il ne s'intéresse pas du tout aux manières dont le récit arrive à mettre en forme cette mémoire-là. Comme s'il n'y avait pas de sélection de la mémoire, comme s'il n'y avait pas de pratique de cette mémoire-là qui était mise en œuvre, dans le fond, et qui nous informe beaucoup plus du présent que du passé, au fond. C'était une manière aussi de nier ces différentes ruptures temporelles qu'on a placées pour déterminer des périodes. Je veux dire, c'est le propre de l'histoire littéraire, là. On révolutionne rien en posant des ruptures pour bien
disons, rendre compte d'une certaine homogénéité d'un corpus ou d'un moment, disons, dans l'histoire littéraire. Mais en même temps, il me semble que ces coupures-là qui avaient été faites et entérinées de manière très peu critique, au fond, par ceux qui se penchent sur le récit contemporain, méritaient un examen un peu plus approfondi. Et puis c'est par l'analyse des textes, dans le fond, que je pense que ma critique principale de ces manières d'envisager le récit contemporain se fait. Donc, si la mémoire est rappelée, on ne peut pas le nier dans le récit contemporain, il y a différentes manières de le faire. Et c'est dire aussi qu'il n'y a pas de rupture nette et précise qui est possible, puisque chacun se trace ses propres filiations, et qu'il y a donc une sorte de continuité qui se dessine selon les auteurs, mais aussi en général dans le corpus contemporain. Donc la rupture de 1980, là, qui est vraiment celle à laquelle on tient le plus souvent, pour moi, est assez arbitraire. Et puis bon, j'ai pas poussé là-dessus beaucoup dans la thèse, j'ai pas défendu cette thèse-là ou discuté cette thèse-là abondamment, mais il y avait quand même cette idée-là j'avais cette idée-là derrière la tête de la remettre en question. L'idée que tu défends davantage, c'est en fait l'idée du récit. Je ne sais pas si on pourrait parler du récit en tant que genre ou en tant qu'expérience littéraire. Je ne sais pas ce que... Mais comme rapport au réel, rapport au temps, justement, je pose la distinction dans le premier chapitre entre un genre littéraire qui est celui qu'on appelle roman et un autre genre littéraire que, à la suite de Dominique Rabaté, dans le fond, qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Récit. Donc, pour Dominique Rabaté, il y a vraiment une histoire... le récit a une histoire presque indépendante du roman, ou s'en serait détaché, disons, au début du XXe siècle. Et je retrouvais dans sa définition du récit des caractéristiques de ce que je trouvais dans la littérature contemporaine, c'est-à-dire un sujet qui se met de l'avant, qui met sa propre voix, dans le fond, à l'épreuve de la narration, qui essaie de se raconter, qui se penche sur la production même du récit. Est-ce que c'est possible de raconter, de quelle manière? Là où je me distingue de Rabaté, c'est dans cette importance du sujet. Je pense que oui, évidemment que le jeu est omniprésent en littérature contemporaine, mais c'est pas pour moi la clé de voûte de ce corpus-là. Et surtout, comme Rabaté utilise un corpus assez homogène aussi, là, ça passe de Camus à Desforêts, à Beckett, donc d'un sujet qui court après lui-même, au fond, et qui essaie d'apparaître dans sa parole et qui fait l'expérience, dans le fond, de son échec constant de cette apparition-là, qui n'arrive jamais à faire la cohésion entre son énonciation et ce qu'il est vraiment. Je trouvais dans le récit contemporain beaucoup d'exemples qui divergeaient, disons, de cette ligne de pensée, mais qui pouvaient quand même se rapprocher de ce que Rabaté avait défini comme le genre du récit. Ça me permettait aussi d'utiliser une distinction que Walter Benjamin fait aussi entre le roman et ce qu'il lui appelle le conte ou le récit, là, selon les traductions. Mais où je trouvais dans le récit contemporain ce que Benjamin trouvait dans le conte, c'est-à-dire un récit vraiment orienté par l'oralité, pas tant de la reproduction d'une langue orale, mais par l'apparition, disons, de l'énonciateur dans son discours, et aussi un récit qui cherche à comprendre le monde et à transmettre cette expérience-là du monde. Il me semble que dans le récit contemporain, on pourrait inclure là-dedans des romans aussi, hein, qui sont narrés à la troisième personne, là, dans la pure tradition. Mais il me semble qu'il y avait là aussi, je retrouvais là un désir du récit contemporain qui est celui de témoigner d'une expérience, pas de donner une leçon, mais de proposer des pistes de réflexion pour la compréhension du monde qui partent d'une expérience personnelle, qui se construit et s'élucide à même l'énonciation. Comme le fait un conteur, au fond, il y a son schéma narratif un peu dessiné d'avance, mais selon le public qui est devant lui, selon, je sais pas, je suis pas Fred Pellerin, je peux pas dire comment il se sent sur scène, mais selon ce qu'il a vécu dans la journée, peut infléchir son récit d'une manière ou d'une autre pour mettre l'accent sur un message ou un autre, tu sais, bon. Donc, il me semblait aussi retrouver de ces caractéristiques du conteur, dans le fond, dans l'énonciateur du roman contemporain. C'est ce que tu appelles à certains moments, je pense, la part critique du récit. Donc, pas nécessairement critique au sens
une prise de position d'une posture, mais c'est plus une critique par rapport au discours de l'énonciateur même. C'est l'énonciateur qui mais qui critique qui s'ajuste, etc. Qui critique par rapport à son propre discours, qui a toujours un regard critique sur les autres discours qui permettent de construire le monde, ou à partir desquels le monde est construit dans l'univers dans lequel il vit, mais aussi critique dans la mesure où dans ces récits-là, si je disais que dans les récits que Rabatier étudiait, l'énonciateur court après lui-même, dans ces récits-là, j'avais l'impression que les énonciateurs couraient après le présent, c'est-à-dire, il est où le présent, comment on le fait durer, comment est-ce qu'on arrive à en faire une expérience qui est transmissible, mais qui est aussi ancrée dans une pratique. Est-ce qu'on peut pratiquer le présent, dans le fond? Est-ce qu'on peut l'habiter en y faisant des choses, en le construisant, ne serait-ce? Et donc, critique, oui, pour un positionnement par rapport à une histoire, par rapport à son propre travail, mais critique aussi dans le sens de constamment menacé, c'est-à-dire cette espèce d'incapacité-là à raconter, ou cette difficulté-là à raconter, à arriver à circonscrire ce qui fait le présent, ou comment on le fait, ou comment est-ce qu'on l'inscrit dans une durée, comment est-ce qu'on le fait durer, au fond, à quelle histoire est-ce qu'il appartient, à quelle histoire on veut qu'il appartienne. Et donc, c'est cette position critique-là aussi qui est intéressante, parce que ça me faisait... l'énonciateur du récit contemporain est un peu comme Scheherazade, hein, qui raconte des histoires, histoire après histoire, parce que sa survie en dépend. Dans le fond, Scheherazade, si elle arrête de raconter, le sultan va la tuer. Et donc, je trouvais dans le récit contemporain quelque chose de ça, c'est-à-dire... On raconte, peu importe ce qu'on raconte, mais le simple fait de raconter est suffisant. À la limite, on va raconter qu'on raconte. Et donc, comme si dans l'énonciation perdurait ou était maintenu un présent, et que de cette manière-là, en continuant à raconter, on touchait une forme d'existence ou un sentiment d'existence, d'habiter le présent, d'y être pleinement, et que si la narration s'éteignait, s'arrêtait, bien, soudainement, on était pour perdre la prise qu'on avait sur cette temporalité-là et sur notre capacité à en faire partie, à la maîtriser un tout petit peu. Je parlais de la variété en fait du corpus et je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a peut-être deux types de récits qui peuvent se dégager. Je pense que ce que tu nommes soit les récits qui classent ou les récits qui dérangent. Les récits qui classent, je donne l'exemple de Bergogneau, de Bon, François Bon, et les récits qui dérangent, peut-être, Cadio, Ernaud, Mauvigné, sans faire, tu dis aussi que ce ne sont pas des catégories étanches, il y a quand même des cas intermédiaires, mais donc les récits, les récits qui classent seraient peut-être plus nostalgiques, qui établiraient un rapport plus causal entre le passé et le présent. Quelles seraient ces caractéristiques de ces deux modalités? Oui, dans le fond, il y a des pratiques, si on veut, du présent dans le récit contemporain. J'essayais de rassembler, pour conclure, c'est toujours bien de refaire une cohérence dans tout ce qu'on a dit. Et donc, je classais des textes dans la série de ceux qui classent, précisément, parce que je voyais un rapport au passé, un rapport au présent qui cherche à vraiment identifier les choses, identifier les causes d'un sentiment du temps, identifier les conséquences du passé, mais aussi des conséquences de la pratique d'écriture qui est en train d'avoir lieu, de ce qu'on fait dans le présent et du présent. Et donc, dans ces récits-là, Pierre Bergogneau, qui récit après récit essaie d'élucider sa propre expérience du temps, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me sens toujours anachronique, à la fois dans ma société, par exemple, dans mon présent, mais aussi par rapport à moi-même, et donc qui fait récit après récit en reprenant à peu près toujours les mêmes épisodes fondateurs de son histoire, et même il retourne à la géologie du Limousin, là où il est né, pour essayer de trouver les causes, les déterminismes qui
présideraient, les forces magiques presque, qui présideraient à son sentiment du temps. Et donc, lui, c'est vraiment, et en plus dans ses carnets de notes aussi, où il répertorie le rhume de son fils, et puis les accidents de voiture, et puis vraiment la banalité la plus banale du quotidien, comme s'il fallait fixer les choses pour ne pas qu'elles puissent continuer d'agir, pour ne pas laisser d'inaperçus, d'inattendus, de mystères irrésolus pour ceux qui viendraient après, et qui hériterait, disons, de ces trous dans l'histoire, comme lui, il a hérité des trous des générations qui l'ont précédé. Donc, on a une pratique qui est celle de Bergogneau, qui classe vraiment, qui essaie de classer l'histoire, dans le fond, et son présent. Il y a d'autres pratiques, bon, tu as nommé François Bon, qui, en paysage faire, essaie de décrire les paysages qu'il voit par le train à force de répétition, de passages répétés, et donc il va classer les lieux par volume, par nom, par forme, par bon, toutes sortes de choses. Comme ça, encore là, il fallait fixer un état du présent pour assurer faire la mémoire aussi, c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on va avoir une mémoire du présent si moi je ne la constitue pas? C'est un peu... C'est un peu dans cette veine-là que je classais, que je voulais décrire des récits qui classent, c'est-à-dire pas tant pour s'assurer que chaque chose a sa place dans un cadre qui serait très idéologique, par exemple, voire politique, mais qui essaie justement de fixer un état du présent dans un but éthique pour certains, ou qu'ils disent éthique, et dans un but purement mémoriel, disons, pour d'autres. Les récits qui dérangent, eux, essaient de louvoyer, de faire éclater un peu ce qui a été fixé dans le passé et dont on a hérité. Je pense à Olivier Cadiot qui fait des livres un peu à la forme très, très éclatée, où il y a une histoire mais qui est difficile à suivre, qui emprunte à la poésie, où il fait du cut-up, donc prendre des phrases à droite à gauche, les rabouter pour que ça concorde avec ce qu'il veut dire, qui reproduit des poèmes en les tronquant, tu sais, bon, des choses comme ça, où là, il y a quand même un héritage qui est mis de l'avant, qui est remodelé. Il y a un réel travail d'héritier qui est fait, c'est-à-dire d'une assimilation qui est assez bien faite pour qu'on puisse la réutiliser, reprendre l'héritage à son propre compte, pour en faire ce qu'on veut. Donc, c'est la pratique d'Olivier Cadiot. La figure de Robinson. C'est la figure de Robinson sur son île qui est comme son narrateur, si on veut, son personnage phare. Et puis il y aurait d'autres pratiques. Annie Ernaux, par exemple, aussi essaie de déranger un peu, non, pas tant par la forme romanesque, mais par cette espèce d'exemplification, dans le fond, que ce qui constitue un sujet n'est pas que le sujet lui-même, c'est-à-dire qu'il est fait d'histoires qui lui a été racontées, de mémoires dont il a hérité, mais aussi d'expériences qui dépassent le sujet, qui sont dans son cas générationnelles. Et c'est ce qu'elle va faire comme travail dans les années où elle alterne les chapitres au elle, où elle se prend elle-même comme sujet, mais au on aussi et au nous, pour représenter justement cette transpersonnalité-là, on dirait, qui est celle de sa génération et dont elle se sent dépositaire. Ou le prisme qui permet de diffracter ces multiples expériences-là qui la constituent comme sujet. Donc, c'est deux pratiques, si on veut, du présent, deux pratiques du récit contemporain aussi, parce que là, je parle beaucoup du sujet, mais le récit lui-même est une des pratiques qui est mise de l'avant, l'art de raconter, si on veut. Et donc, il y a une pratique du récit aussi chez tous ces auteurs-là qui vient appuyer, si on veut, la manière dont ils essaient de rendre compte de leur expérience du temps. Donc, un positionnement du récit lui-même dans l'histoire littéraire, dans les formes contemporaines, le récit comme, là je pense à Chloé Delhomme qui fait ce qu'elle appelle d'autofiction expérimentale, c'est-à-dire le récit comme seul lieu d'apparition possible d'un sujet ou de maîtrise du sujet par lui-même, c'est-à-dire en se racontant, en prenant vraiment le contrôle sur sa narration. C'est de cette manière-là que le je peut réellement apparaître et être souverain, c'est-à-dire de se détacher d'une histoire qu'il a subie, qu'on lui a imposée. Et voilà. Et
je reviens sur cette notion d'enquête aussi, ce qu'on voit qui est assez importante, en fait de plus en plus importante quand on parle de littérature française contemporaine. Et j'ai l'impression aussi que ces deux fausses, ces deux catégories un peu, qui sont un peu molles, on va le dire comme ça, correspondent aussi à deux types d'enquêtes. Je pense à Ivan Jablonka, par exemple, qui va tenter de démontrer l'importance de la narration dans une démarche historique, c'est-à-dire que pour rendre compte de faits historiques, la narration, le processus narratif est important, mais chez lui, il y a quand même une distinction assez importante entre les faits et ce dont on parle, la manière dont on parle des faits. Et peut-être un autre type d'enquête, je pense à Nathalie Quintane, à Éric Chauvier, par exemple, qui ne vont pas, dans leur enquête, en fait, dissocier ce dont ils parlent de la manière dont ils en parlent, c'est-à-dire les protocoles qu'ils vont déployer, en fait, pour construire, en fait, peut-être simplement leur objet d'enquête. Je ne sais pas si ça pourrait aussi correspondre à ce... Oui, tout à fait. Je pense que le deuxième cas relève peut-être plus du bricolage, en fait. Puis bon, on pourrait pas dire que c'est présent chez tous les écrivains contemporains, cette utilisation de protocoles d'enquête, si on veut, mais quoi que tous présentent une certaine forme d'enquête, évidemment, pour essayer de comprendre le passé, pour élucider... François Bon dans Des Houes qui essaie de retracer un peu l'histoire de ces ouvrières qui ont été mises à la porte, les effets, dans le fond, de l'industrialisation, de la mondialisation, de la délocalisation des entreprises en France. Donc, il y a des protocoles d'enquête, évidemment, mais c'est un peu, avec des moyens différents, des moyens narratifs et énonciatifs différents, ce que fait Quintane aussi, quand elle va chez les pauvres, des trucs comme ça. Mais oui, l'enquête est un des modes énonciatifs les plus utilisés dans le récit contemporain. Et l'enquête, c'est toujours une quête de savoir. Hein. Peu importe c'est quoi l'objet, dans le fond, sur lequel on fait l'enquête, on essaie de comprendre les causes d'un événement, on essaie de savoir un certain nombre de choses sur un sujet en particulier. Et donc, pour ce qui est d'une pratique du présent, dans le fond, c'est un peu un assujettissement du présent à, pour certains, un objet de mémoire, dont il faut retracer les filiations jusqu'à aujourd'hui ou expliquer un certain nombre de phénomènes. Mais c'est aussi une action concrète, dans le fond, du présent pour aller vers d'autres types de temporalité, mais pour revenir à lui-même aussi. Et donc, le récit contemporain fait un peu cette espèce de double travail-là, de recherche, mais aussi de retour, c'est-à-dire d'élucidation. On recherche des traces, des indices, des explications, des causes, et on réfléchit sur ce qu'on trouve pour essayer de voir si on n'arrive pas à circonscrire l'objet auquel on s'intéresse. Et puis là, c'est ça, les protocoles, évidemment, divergent selon les écrivains, mais peut-être que oui, c'est bon. Les protocoles de classement ou de dérangement ou d'éclatement, disons, j'aurais pu les identifier, disons. Qui se font, qui se défont, qui se font en mesure. Oui, exactement. Protocole qui achoppe, qu'on révise, c'est bon. Il y a de ça aussi dans différents textes. Et est-ce que tu irais jusqu'à... dans la conclusion de ton essai, tu parles du rôle, mais tu en parles vraiment à la dernière page, mais du rôle politique, en fait, plus qu'éthique. J'ai l'impression que tu penches un peu plus vers le politique que vers l'éthique. Est-ce que ce serait, sans dire le seul rôle du récit, tu parles beaucoup des fonctions de l'énonciation, est-ce qu'il y aurait aussi autant de fonctions au récit où cette fonction, toutes ces fonctions-là convergeraient vers un agir politique? Parce que la question de l'agir aussi est importante. Mais là, c'est comme ma conception de la littérature qu'il faut que j'étale maintenant. Non, mais pour moi, la littérature a pas un rôle ou une fonction, mais
est politique. Ouais. Parce que, ne serait-ce que parce qu'elle fait partie des discours qui permettent de construire le monde. Et si on considère que les discours médiatiques, économiques, judiciaires sont des discours qui sont politiques, mais il faut considérer le discours littéraire comme étant lui aussi politique, puisqu'il se confronte à tous ces autres discours-là qui, par moments, sont hégémoniques, des fois prennent le second plan, mais qui arrivent à construire le monde. Je sais pas dire donner une image du monde, mais c'est plus que ça. C'est vraiment à le construire. Donc, quand je dis, j'essaie de dire que la littérature, je suis plus ou moins d'accord avec ces visées éthiques-là de la littérature. Je pense pas que la littérature est là pour donner des leçons ou pour servir de médicaments, comme pharmacopée, disons. Mais pour là, la littérature sert à ça, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en faisant enquête, en choisissant des objets, qui pour certains sont évidents, je sais pas moi, la Deuxième Guerre mondiale ou peu importe, mais en se positionnant par rapport à ces objets-là, en proposant un point de vue qui pour certains est consensuel, mais pour d'autres est très éclairant, éclaire une zone d'ombre, disons, permet la littérature va se confronter à ces autres discours-là qui essaient de nous donner une vision un peu homogénéisante et générale, disons, du réel ou de l'histoire. Donc c'est de cette manière-là, pour le dire très rapidement, là, que je conçois la politique de la littérature, si on veut, là, mais ouais, en tout cas. C'est très résumé. Mais oui, parce que comme, j'utilise Rancière, mais il y a création de dissensus, c'est-à-dire qu'une littérature qui ne fait que représenter le réel, dans le fond, c'est très tautologique, c'est-à-dire, vous vivez dans le réel, voici, je vous le donne à voir, puis c'est tout. Je veux dire, c'est ce que la télé nous donne comme représentation. Donc, c'est une représentation consensuelle qui va plaire à tout le monde du réel. Il y a des livres comme ça. C'est bien correct qu'il y en ait. Je veux dire, il faut qu'on écoute des téléromans, ça divertit, puis ça nous fait vivre des émotions, puis c'est bien correct. Mais il y a aussi toute une autre tranche de discours, et dans lesquels j'inclus un certain nombre d'œuvres littéraires, qui nous proposent des visions divergentes de ces représentations hégémoniques-là. Et c'est là où, justement, il y a comme une friction qui se crée, et où le discours politique de la littérature peut apparaître. Ou apparaît, tiens. Je vais l'affirmer. Il apparaît. Est-ce que tu vas encore parler? J'ai mis la question dans la salle. Juste être certaine de bien comprendre, parce que tu parles des pratiques avec un S, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est des pratiques pour te repérer comme des pratiques différentes pour chaque écrivain, donc ça se renouvelle à chaque fois, c'est pratiques du présent? Ou ça revient à la distinction que vous avez fait tout à l'heure entre le récit qui classe et le récit qui dérange? Non, récit qui classe, récit qui dérange, c'est vraiment, ça vient à la conclusion, c'est-à-dire que comme en regardant les différentes analyses que j'ai faites du corpus, voici, on pourrait ranger les textes selon ces catégories-là, grosso modo. Il y avait aussi, je faisais un clivage entre les énonciations qui sont féminines et celles qui sont masculines, qui ont des pratiques très différentes, et ça c'est manifeste, que ce soit des hommes qui écrivent, je parle vraiment d'énonciation, c'est-à-dire un homme écrit avec une énonciation féminine, il n'y a pas du tout la même pratique que ce même auteur-là qui écrirait dans une énonciation masculine, c'est clair et net. Et donc, c'est bon, fait que là, il y a ces pratiques-là genrées, disons, il y a des pratiques qui classent, qui dérangent, mais sinon, dans tout l'essai, j'essaie de mettre ensemble des textes qui ont des énonciations très, très différentes pour montrer qu'il y a, justement, la pratique qu'ils mettent en œuvre est quand même similaire sous certains aspects. Fait que l'essai est bâti, le premier chapitre, c'est vraiment sur la distinction roman et récit, les différents modes d'énonciation que ça impose, le brouillage énonciatif, dans le fond, entre ce que Benveniste a appelé l'histoire et le discours. Donc, deux modes énonciatifs distincts qui, pour lui, avaient des visées très différentes. Mais là, le récit contemporain vient les mettre ensemble. Donc, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne, dans le fond? Qu'est-ce que c'est comme pratique, ça? Dans quel but est-ce que c'est amalgamé comme ça? Et puis, bon, après, le deuxième chapitre, c'est plus sur, justement, les trucs sur l'enquête, mais aussi sur
le récit contemporain qui met de l'avant beaucoup de situations d'interlocution, donc des gens qui se parlent, ou en fait, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre qui, lui, ne parle souvent pas. Donc ça, c'est une autre forme de pratique, de rapport au temps, de rapport à l'autre, de création d'une communauté dans la parole, mais qui se délite aussitôt que l'énonciation se termine. Après, j'étudie des usages de la mémoire. Donc, tu vois, puis après, c'est l'intertextualité comme mémoire du récit, comment est-ce qu'un récit contemporain joue avec sa propre histoire, dans le fond, la met en forme, la pratique, justement. Et puis, dans le dernier chapitre, c'est plus, l'énonciation comme transposition du sujet, c'est-à-dire par la voix, ça fait référence au sujet. Donc, les narrations il y a beaucoup de situations narratives où l'énonciateur est empêché de parler. Soit qu'on ne veut pas écouter ce qu'il dit, ou soit qu'on l'oblige à parler. Et donc, mais dans un but d'en tirer des informations, donc il raconte autre chose, chez Volodine par exemple, ou chez Mauvigny aussi, où c'est des narrations qui sont intériorisées, hein, c'est une prétérition au fond. On parle dans le silence, on parle de ce qu'on ne dit pas. Et donc c'est différent, bon, tu me demandais est-ce que c'est juste deux pratiques, mais tu vois la manière dont l'essai se construit, que c'est toujours un positionnement différent de l'énonciation que j'étudie dans le fond, avec des textes qu'on ne mettrait pas en lien ensemble de manière évidente. Tu sais, Chloé Delhomme et Pierre Bergogneau, je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent très bien. Mais ils s'entendent bien, en fait, quand on les étudie ensemble sous une certaine pratique, justement, du présent ou du récit ou de visée de l'entreprise d'écriture. Là, on arrive à les mettre ensemble et à montrer qu'il y a quand même des redondances ou des traits distinctifs du récit contemporain qu'on peut repérer chez des auteurs aussi éloignés poétiquement. Ce qui me permet aussi, c'est de montrer aussi que le temps n'est pas une sorte de vase, une boîte vide, où il y avait des choses qui se passeraient dedans. C'est aussi de montrer que c'est à travers la pratique comme telle, donc une sorte de pratique que tu viens de nommer, que le temps se fait aussi, à travers je parle de l'intertextualité, par exemple, l'anamnèse, toutes les façons dont, par l'énonciation, on convoque, en fait, des matériaux, comme ça, des matériaux du passé pour les ramener au présent, pour les reprojeter peut-être éventuellement dans le futur. C'est ça aussi la pratique, je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Puis oui, c'est ce bricolage-là, dans le fond, que font à peu près tous les auteurs avec les matériaux mémoriels et historiques et littéraires, dans le fond, que j'ai essayé de mettre à plat pour les décrire le mieux possible. J'ai oublié de dire tantôt qu'une des sources aussi de la réflexion que j'avais, c'était ce chapitre de Saint-Augustin qui, dans les Confessions, s'interroge sur ce qu'est le temps. Il dit, dès que, dans le fond, si on me pose la question, si on ne me pose pas la question, je le sais. Ce qu'est le temps. Je le sens, au fond, c'est ce qu'il veut dire. Mais si on me pose la question et que j'ai à y répondre, là, j'y arrive pas. Donc, il y avait quelque chose qui se passait aussi dans l'acte de dire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on... c'est ça aussi, comment est-ce le récit arrive à dire le temps et à le construire pour l'autre. Parce qu'en fond, ce qu'Augustin dit, c'est quand on me le demande, quand il faut que je le dise à quelqu'un. Donc là, il y a une situation d'interlocution qui se construit et qui vise minimalement à dire ce qu'est le temps. Et lié à ce que Ricoeur dit dans Temps et Récit sur cet ordonnancement du temps-là qui ne se peut que par la narration, dans le fond, le mythos aristotélicien, mais la mise en récit. Il me semble qu'il y avait là quelque chose de quand même assez intéressant à étudier pour des récits où le jeu, justement, est tellement mis de l'avant, où l'acte d'énonciation est la base du procès narratif, et où les scènes d'interlocution sont aussi fondamentales. Donc, voilà comment est-ce qu'on arrive à utiliser cette ressource qu'est la mise en récit pour arriver à dire le temps, les liens du présent avec les autres temporalités, mais aussi comment on est aujourd'hui dans le présent de l'énonciation. C'est ça. C'est clair. Ah oui, tant que ça. Je demandais à mon frère de me résumer ce que j'ai dit.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Julien, peut-être? Non? Je voyais juste tes sourcils bouger de loin, donc... est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour clore cette discussion? Ben, c'est le temps des remerciements. Je remercie Patrick, évidemment, Presse de l'Université de Montréal et tout le monde au PUM d'avoir voulu accueillir cet essai dans ses collections. Ça me fait vraiment plaisir d'être édité là. Écoute, j'ai fait bac, maîtrise, doctorat à l'Université de Montréal. C'est un peu normal que je publie aux Presses de l'Université de Montréal. T'sais. Le gars, il est confortable. Je remercie évidemment Elisabeth et Jean-François qui sont ici, qui ont dirigé la thèse de doctorat qui a été la source de ce livre. Ça a été de très belles années dont je m'ennuie. Il faudrait qu'on recommence quelque chose, je sais pas. Et évidemment, je remercie mes amis qui sont ici présents et Florence, qui me lit dans tous les sens du terme. Donc, allez, le vino est sur la table. Merci beaucoup.